Hola, muy buenas tardes, muy Bonjour buenos à días tous, quienes bon nos acompañan en après-midi este à su tous programa. ceux qui nous En esta accompagnent sesión, pendant cette de parte séance. del Fondo Educativo de Au la nom Sociedad du Fonds Internacional éducationnel del de la SIDA Société y internationale sur también de le la Comisión sida Panamericana de et Infecciología en esta de la tercera part de la sesión del Société simposio, panaméricaine les d'infectiologie dans doy la cette más cordial troisième bienvenida. partie du symposium. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je m'appelle Robert Paulino et je vais travailler comme modérateur dans cette séance. Nous allons nous focaliser sur ce qui est important, les populations clés et les prochaines générations. Nous avons invité plusieurs professionnels de différentes régions pour présenter différents thèmes et vous aurez l'occasion d'interagir à la fin de la séance avec une séance questions-réponses. Nous avons quelques éléments concernant l'organisation de cette séance. À l'heure actuelle, tous les participants sont sous silence, ont leur micro désactivé. Veuillez remarquer qu'il y a une interprétation vers l'anglais, vers l'espagnol et vers le français. Elle est disponible pour tous ceux qui sont connectés à distance. Vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez entendre les présentations. Pour ceux qui sont ici présents, parmi nous en République dominicaine, les séances seront disponibles en espagnol. Pour l'anglais, je vous encourage à vous connecter de manière virtuelle pour que vous puissiez vous présenter les uns les autres et que vous entriez sur la boîte de chat. Et enfin, là, vous devriez faire cela. Vous avez cela dans la partie inférieure de votre écran. Vous avez un message qui présente, disons, la petite fenêtre d'interaction entre vous. Là, vous pouvez écrire votre nom, prénom et le nom de l'organisation pour laquelle vous travaillez, ainsi que le pays que vous représentez. C'est une excellente occasion pour, enfin, se connaître les uns les autres. Sur ce même chat, dans la section des questions-réponses qui seront faites après les présentations, vous pouvez aussi envoyer vos commentaires par l'intermédiaire de ce chat. Nous remercions VI Healthcare, Gilead Sciences et Merck Sharp & Dohme de leur soutien pour cette séance virtuelle et d'avoir rendu possible cette réunion. Dans la participation active de ce fonds latino-américain de l'Amérique latine et des Caraïbes qui font partie de ce symposium, vous avez l'occasion de pouvoir avoir un membership d'un an gratuit pendant un an. Cette possibilité d'adhérer se fera une fois que vous aurez complété l'enquête post-symposium. Et si vous cliquez sur, si vous cochez la case pour devenir membre de manière gratuite. Si vous êtes déjà membre de l'IAS, cela s'étendra sur un an de plus. Ce symposium a une accréditation de formation continue. Vous pouvez donc avoir votre certificat ou votre attestation à la fin si vous contactez sur IAS, @iassociety.org. Nous allons présenter très rapidement ceux qui seront, les membres qui seront avec nous. Malheureusement, le docteur Carlos Rodríguez Díaz ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons techniques qui ne lui ont pas permis de se connecter, de participer avec nous. Donc, nous vous présentons ces excuses. Le programme a changé et nous allons réorganiser les présentations de mon ami Ivan Cruikshank et la présentation du Dr. Willie Dunbar ainsi que la mienne. Je veux présenter notre premier orateur, le Dr. Willie Dunbar.
Le docteur Dunbar est chercheur du programme de prévention du sida du département de santé et de promotion de maladies et de la prévention des maladies de l'Université internationale de la Floride. Il travaille à l'heure actuelle pour la conception et l'évaluation des interventions sur des études comportementales centrées sur des populations marginales et de minorités et d'individus qui ont souffert de l'impact de l'épidémie du VIH. En tant que spécialiste en maladies infectieuses, il a obtenu son doctorat en santé publique de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique, et sa recherche de doctorat analysait l'impact de stigmatisation, de la discrimination et les liaisons dans le continuum d'attention, continuum de soins pour des HSH et sur une théorie. Après avoir fait partie de FAIU, il a servi en tant que coordinateur du programme de VIH à Haïti et à l'heure actuelle, il va nous présenter aujourd'hui le thème concernant les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes à Haïti, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dr Dunbar, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette séance. Je suis très heureux d'entendre vous tous et de vous rencontrer. Je suis très heureux de vous voir tous et nous allons aborder des thèmes clés concernant le VIH en Amérique latine et aux Caraïbes. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ces symposiums. Comme je l'ai dit, partager les connaissances, nous entretenir de thèmes clés et de mesures concernant ces régions. Je m'appelle Willie Dunbar. Je suis spécialiste en maladies infectieuses. J'ai un doctorat en santé publique. À l'heure actuelle, je suis chercheur associé à l'FIU et académicien de l'Université libre de Bruxelles. J'ai travaillé au San Gisquio à Port-au-Prince, en Haïti. Je parlerai du VIH entre les HSH en Amérique latine et aux Caraïbes. Nous avons donc ici les points abordés. Je parlerai de l'épidémiologie du VIH entre les HSH, quelques facteurs qui se trouvent en dessous de l'épidémie VIH, les réponses nationales et régionales, les défis qui perdurent et les conclusions. Pour ce qui est de l'épidémiologie du VIH, parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, nous avons plus de 2 millions de personnes vivant avec le VIH. Et la prévalence aux Caraïbes est de 1,1% et en Amérique latine 0,4%. Comme nous pouvons le voir, 61% des personnes, c'est-à-dire plus de 60% des personnes infectées, reçoivent un traitement antirétroviral. Si nous comparons ces données avec la prévalence entre les HSH, nous allons voir qu'il y a une variation allant de 1,2 et 32,6 en Amérique latine et aux Caraïbes. Quant aux nouvelles infections, les HSH représentent 41% en 2017 et aux Caraïbes, presque 25%. Il y a très peu de données de qualité de la prévalence du VIH entre les HSH dans la région parce qu'il y a très peu d'échantillons et l'information est très limitée sur ce sous-groupe. Cependant, nous pouvons voir que de mesures importantes il y a dans des pays qui n'en avaient pas sur le VIH parmi les HSH. Ce qui nous intéresse aussi, c'est le continuum des soins pour le VIH. L'analyse et la situation nous permet de voir que la situation est loin d'être bonne. Quant aux facteurs qui concernent l'épidémie de VIH entre les HSH, ils sont nombreux. La stigmatisation et la
discrimination sur la base de la vulnérabilité sociale qui oriente l'épidémie, et ces facteurs jouent un rôle central. Il est important aussi de parler sur la construction sociale de l'hétéronormativité qui a créé tout au long de l'histoire cette stigmatisation entre les H et S. Ceci implique donc un renforcement du rejet, de l'ostracisme et de la discrimination. Lorsque nous parlons du concept de l'hétéropatriarcat de cette région, nous voyons qu'il vient d'une histoire d'esclavage, de colonialisme et de nationalisme après l'émancipation. Ceci renforce la stigmatisation perçue. Il y a une stigmatisation créée par des normes religieuses et sociales qui est très importante pour les HSH. Il est difficile de vivre en société et d'avoir accès au traitement. L'adoption d'une vie hétérosexuelle socialement acceptable fait que le VIH passe dans la population générale. Nous savons qu'il y a une violence exercée sur les HSH dans la communauté que parfois est, disons, négligée par les forces policières. Et il y a aussi des limites dans l'accès limité à la prévention pour les personnes qui ont un HSH. Le counseling et les tests et les traitements est difficile. Il y a aussi un problème par rapport à la confidentialité. Parfois, le groupe HSH a peur de se rapprocher des hôpitaux et d'autres services de santé par suite du manque de confidentialité dans l'information. Dans nos recherches, nous avons vu aussi des attitudes des prestataires de soins de santé qui marquent une stigmatisation vers les HSH. En ce qui concerne la pandémie par COVID-19, nous voyons une nouvelle stigmatisation. Nous avons vu qu'il y a une violence et une disparité plus grande dans l'accès aux soins. Il y a une discrimination qui est exacerbée par la haine aussi, et cela a un impact sur les services VIH. Nous devons donc développer de meilleurs outils pour les minorités sexuelles en temps de COVID. Et nous devons nous préparer aussi aux prochaines pandémies possibles. Lorsque les réponses, alors que nous parlons de réponses nationales et régionales, nous savons que le soin aux HSH doivent pouvoir avoir de manière efficiente, consistante et durable, ils doivent pouvoir accéder au continuum de prévention, traitement et prévention, ainsi que la distribution de préservatifs. Nous savons qu'il y a de nombreux programmes de financement international tels que le PEPFAR et le Fonds mondial qui ont donné leur soutien économique aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes et ont contribué au lancement d'initiatives spécifiques en partenariat avec des institutions nationales, en particulier les ministères de santé de chaque pays. Il y a des institutions régionales telles que PANCAP et GARFA. Pour pouvoir atteindre les objectifs très ambitieux de 95 d'ONU-SIDA avant 2030, les HSH sont une priorité importante. Nous avons vu aussi qu'il est très important la présence de la société civile et de la communauté et des réseaux de la communauté dans l'Amérique latine et en Caraïbes avec le travail de la société civile et de la réponse des HIV et des activistes de droits de l'homme. Cela promeut une combinaison d'interventions biomédicales, structurales et de prévention. De nombreuses organisations de la communauté de la région ont travaillé sur ce programme. Je pense à des pays tels que Haïti et les centres GISCIO. Nous avons vu malheureusement qu'il y a des défis à relever encore malgré les efforts. L'un d'eux, c'est la nature conservatrice de la région et des sociétés de cette région qui rend difficile l'identification et le fait de pouvoir parvenir à contacter les HSH, en particulier dans les communautés les plus petites. Nous sommes face à des données limitées, en particulier dans les pays les plus petits, et ce défi est encore plus grand par la mobilité que l'on voit dans la région. Il y a très peu de données sur la prévalence du VIH, sur les populations qui se déplacent et parmi les migrants. On a recueilli des données sur les sous-groupes de populations isolées et stigmatisées qui
font face à plusieurs types de risques et vulnérabilités. Il y a des obstacles pour les tests, pour les analyses. Les obstacles sont très nombreux. Il y en a beaucoup qui sont stigmatisés et il y a des difficultés pour accéder au traitement pour des questions économiques. Certains pays, en particulier les Caraïbes anglophones, disposent de lois anti-homosexuelles très agressives. Et à Haïti, on a adopté une loi qui interdit le mariage homosexuel, ce qui renforce la stigmatisation de la communauté HSH. La faiblesse et la stigmatisation de la santé requiert le soutien des services de santé, surtout pour ce qui est la prestation de services parallèles pour le VIH. Il y a d'autres problèmes qui concernent la migration interrégionale. Comme nous le savons, la région d'Amérique du Sud est une voie de migration vers l'Amérique du Nord et en particulier les États-Unis et le Canada. Et il y a de très hauts niveaux de mobilité transnationale et de migration de retour. C'est un vrai défi à relever. De nombreux pays continuent à faire face à des déficiences dans la capacité de recherche et de pouvoir, et quant au fait de pouvoir transformer ces études et ces conclusions face à des politiques économiques. La dépendance des organismes de financement qui soutiennent les programmes de VIH sont combinés à une capacité institutionnelle limitée. Et il faut considérer aussi la pandémie de COVID-19 qui implique la limitation dans les mouvements, dans les déplacements et une stigmatisation et une discrimination accrue vers les minorités sexuelles. Nous avons vu les réponses régionales et les réponses nationales. Nous avons analysé les défis que relèvent les pays de la région encore en ce moment. Et nous pouvons dire que, à l'ère de la pandémie, les restrictions concernant les droits pour la liberté personnelle et la sécurité ne peuvent être imposées que dans certaines situations. Et nous l'avons vu partout dans le monde. Il faut avoir des guides clairs et stricts à respecter et qui tiennent compte des droits de l'homme internationaux. Et ceci s'applique très spécifiquement à cette région. La région de l'Amérique latine et des Caraïbes doit parvenir à un équilibre entre une réponse directe à la pandémie de COVID-19 et en même temps, il faut résoudre la question de la vaccination et de nouveaux variants potentiels. Et il faut aussi pouvoir maintenir les services essentiels de santé au niveau local et régional. Il y a des alliances institutionnelles qui travaillent dans la région. Enfin, pour en finir avec l'épidémie du sida avant 2030, la communauté mondiale devra définir les attentes en ce qui concerne la tolérance et la solidarité. Le HSH, comme nous le savons, ne peuvent plus être exclus lors de l'ère de buts ou des objectifs de développement durable. Il faut continuer à travailler pour un monde sans HIV. Je vous remercie de votre attention. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Dunbar, por esta maravillosa presentación. Para continuar con nuestro programa en esta tercera sesión del simposio, voy a hacer mi presentación en el día de hoy. Actualmente soy director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, en la cual soy también profesor. Je suis directeur et professeur de la chaire de médecine et professeur associé de l'Université de Michigan. Je faisais partie du comité d'urgence pour la COVID-19 dans la République dominicaine et je suis actuellement médecin et microbiologiste spécialisé en maladies infectieuses pour un hôpital de New York. Et je vais aujourd'hui vous parler des perspectives régionales focalisées sur les populations clés de la République dominicaine. Je passe directement à ma présentation. Bonjour à tous.
Je vous souhaite la bienvenue à ce panel pour participer à ce congrès de l'Association panaméricaine. Et je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce panel organisé par la Société internationale de SIDA, IAS. Et je vais vous parler des perspectives concernant les populations clés de la République dominicaine. La République dominicaine a été frappée par une pandémie ces dernières années avec une concentration sur des populations considérées à risque. Et on a vu une fluctuation dans le pourcentage des personnes VIH positives, donc auprès des hommes HSH, travailleurs sexuels, utilisateurs de drogue. Et si l'on calcule dans la population, si on inclut les HSH, la population trans et les personnes, on a des chiffres élevés. On estime que pour l'année 2019, 72 000 personnes vivaient avec le VIH en République dominicaine et ils représentaient 0,9%. Dans ces populations, considérées comme des populations à haut risque, on inclut des femmes qui ont peu d'instruction, des populations de migrants et on inclut aussi un concept qui a beaucoup varié, à savoir qu'auparavant, on parlait de zones rurales qui sont maintenant devenues des zones plus urbaines. Et on a maintenant des municipalités avec une grande densité de population et par conséquent, le nombre de cas dans ces régions augmente lui aussi. Voyons les tendances des personnes atteintes de VIH selon Spectrum. Cette tendance s'est transformée en une ligne horizontale avec un nombre de cas de personnes infectées qui alimentent cette pandémie et qui la maintiennent stable. Les causes de mortalité ont aussi diminué lorsqu'elles sont associées au VIH. Cependant, lorsqu'on sépare les populations par caractéristiques, on voit les pourcentages et on voit que ces pourcentages changent. Si l'on voit cela en fonction d'une approche générale, en fonction des infections, on voit que la population des HSH, femmes trans, populations migrantes ont alimenté la population dans ce sens. L'accès au diagnostic de VIH pour la grande majorité de tests rapides a permis de faire le test rapidement, les médicaments qui sont distribués gratuitement, quelque chose qui a beaucoup changé dernièrement et ça a changé les chiffres aussi. La prévention de la transmission verticale mère-fils et tout cela est très important et on constate que les éléments de prévention comme la prophylaxie avant et après l'exposition se trouvent également parmi les services d'accès gratuit et ce sont des éléments de prévention qui sont tout à fait innovateurs qui ont surgi et que je vais analyser un peu plus tard dans ma présentation. En 2017, on a présenté un premier plan pilote de mise en œuvre dans une clinique de soins intégrales située dans la capitale de Saint-Domingue et qui était focalisé sur des HSH et femmes trans avec une population de 271 personnes, pourcentage d'acceptabilité assez bon, et pour les femmes trans et un peu plus basse pour les hommes HSH avec une positivité élevée pour la syphilis et cependant à travers les 12 mois de suivi de cette cohorte, seulement 2% ont été diagnostiqués avec des nouveaux cas de syphilis. 12% de couverture pour l'hépatite B,
vaccination et 100% 12 mois plus tard. Donc, on a mis en place une stratégie intégrale dans laquelle on attirait les populations concernées avec ou grâce à des éléments qui pouvaient les intéresser et qui permettaient d'appliquer d'autres éléments de prévention. Ce matériel éducatif que vous voyez sur l'écran du PrEP a été mis en place, a été élaboré pour cette population avec des ressources qui pouvaient être adoptées rapidement. Et puis, ici, cela a donné lieu à la création d'une stratégie nationale pour la mise en place du PrEP en République dominicaine. On y est donc parvenu l'année dernière, ce qui a été une grande réussite pour nous parce que c'était la première république hispanophone des Caraïbes qui parvenait à mettre en place ce système au niveau national. Et cela nous a permis en 2021, malgré la pandémie de COVID-19 qui a retardé le déploiement de ce projet, de ce programme, nous avons dû réduire le nombre de patients qui accédaient à ce service de 25%, mais en 2021, on voit une réactivation de ce programme et on voit la possibilité d'augmenter cela. Et on pense qu'on va avoir 11 unités qui offrent déjà le PrEP et le distribuent et proposent ce programme qui fonctionne très bien parce que le ministère de la Santé publique dispose de ces médicaments pour pouvoir les distribuer et les unités du réseau ont offert ce service, ce qui fait que les fournisseurs de la santé, des soins de santé, ont les éléments nécessaires, ont les outils nécessaires pour pouvoir distribuer tout cela. Que se passe-t-il en ce qui concerne les soins de santé? Nous voyons ici la cascade des soins de santé VIH. Nous voyons que plus de 100% des personnes inscrites ont un diagnostic. Donc, c'est une évaluation. Il faudra revoir un petit peu cela. Il peut y avoir des doublons dans le système. Il est intéressant de voir que 100% des cas de la population estimée vivant avec le sida a accès à ces services de santé dans les estimations que nous avons faites en 2019. Il faudrait revoir ces chiffres pour l'année 2021, voir si ces chiffres changent. En tout cas, c'est la cascade officielle que nous avons actuellement. Donc, et sur ces 100%, 88 ont commencé un traitement ARV, 65 avaient une charge virale non détectable. Il nous manque 2 éléments fondamentaux pour parvenir à l'objectif 90-90-90 dans le cas des rétroviraux et de la charge virale. 2 éléments qui sont liés à cela, l'un de par la disposition de la population pour commencer le traitement et le suivi et bien sûr la disponibilité des tests qui l'année dernière ont été affectés parce que le laboratoire national qui était au centre de tout cela est devenu un laboratoire de diagnostic du COVID. Par conséquent, on a eu une baisse de la possibilité de services fournis au VIH. Et donc, si on s'en tient à ces données, nous allons avoir une absence ici, ce qui ne veut pas dire que les patients qui prennent ce médicament ne vont pas avoir une charge virale, mais que nous allons suivre tout cela de moins près. Donc, le pourcentage de naissances avec VIH entre 2010 à 2017 a été réduit de 14% à 10%. Le nombre de femmes séropositives qui ont reçu un ARV pendant la grossesse a augmenté de 41% à 87%. On a mis en place le traitement pour tous. On a commencé la PrEP comme partie des interventions de prévention et nous travaillons actuellement sur la campagne pour le I égale I pour continuer à prévenir les nouveaux cas et que la population puisse donc utiliser ces stratégies que nous mettons en place. Donc, pour répondre à ces stratégies, nous devons analyser des questions comme la stigmatisation pour ces personnes, ces populations spécifiques que nous devons aborder
Il nous reste encore des thèmes de services liés aux services spécialisés, comme par exemple la partie traitement moléculaire. Et il nous reste aussi le fait de continuer à faire fonctionner ces unités qui fonctionnent, mais qui ont été affectées, je le répète, par la pandémie de COVID, qui doivent être réactivées. Pour conclure, je dirais, je vais vous lire ici un message que j'ai trouvé sur la page de IAS qui disait que le COVID a affecté les réponses à cette pandémie. Nous luttons depuis 40 ans contre le VIH. Tous les succès et les échecs nous ont montré qu'on ne peut pas se préparer pour une pandémie ou la vaincre à moins de détruire, de faire disparaître les inégalités, de promouvoir une approche centrée sur les personnes, basée sur les droits et de travailler ensemble avec la communauté pour parvenir à toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est Winnie Byanyima qui disait cela. Donc, ce sont les éléments qui sont importants pour nous, qui concernent l'universalité des services, non pas seulement parce qu'ils sont offerts, mais pour qu'ils restent à la disposition de la population. Voilà, j'en ai terminé et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. C'est pour moi un plaisir, dans le cadre du programme, de continuer et de présenter, un grand ami, Ivan Cruikshank. Ivan est le coordinateur du plaidoyer et de politique publique de la coalition de communautés vulnérables des Caraïbes pour la Jamaïque. Et Ivan va nous présenter un travail sur les jeunes, les adolescents et l'accès et les connaissances que l'on a concernant les techniques de prévention dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Ivan, vous êtes le bienvenu et je vous donne la parole. Él no está hablando todavía. Are you hearing me now? Now it is. Excellent. All right. Est-ce que vous m'entendez? Thank you very much, guys. Voilà, bon, c'est parfait. Donc, merci, je suis vraiment très enthousiaste. Je suis très heureux d'être ici parmi vous dans ce panel, de parler un tout petit peu sur l'accès au traitement et la sensibilisation sur la prévention en Amérique latine et aux Caraïbes. Je veux centrer mon attention pratiquement sur les Caraïbes pour vous raconter un tout petit peu à propos de ce que j'ai fait. Je m'appelle Ivan Cruikshank. Je travaille avec la coalition des communautés vulnérables des Caraïbes, une coalition de ONG basée à Jamaïque, mais qui travaille dans toute la région des Caraïbes. J'ai travaillé auparavant dans l'université de West Indies et je suis spécialiste de politique, et une partie de ce que je vais essayer de faire maintenant, et ce que je fais normalement dans mon travail, c'est analyser ce thème dans la perspective de politique. Je suis aussi à l'heure actuelle président du mécanisme de coordination et d'incidence et des politiques ici à Jamaïque. Nous allons donc aborder les thèmes concernant cette question en particulier. Donc, je vais peut-être un peu vite, trop vite, c'est mieux comme ça? Bon, voilà. Donc, 2 observations, 2 remarques. Cette présentation est centrée sur les adolescents et nous savons qu'il y a très peu de données sur les adolescents en particulier. Donc, nous utilisons le mot adolescent pour parler des jeunes en général, des jeunes âgés entre 10 et 19 ans d'âge, entre 9 et 12% de la population des Caraïbes. Nous parlons ici donc des Caraïbes anglophones,
Cuba, la République dominicaine et les territoires à l'étranger qui sont alignés avec CARICOM. Je dois signaler aussi que la sous-région a l'incidence la plus élevée de VIH-Sida en dehors de l'Afrique. Et ceci nous dit quelque chose à propos de la prévention, l'intervention, l'accès aux services de soins et à la prévention. Les jeunes, les adolescents, pour mieux le dire, sur la base des données, se trouvent à l'épicentre de l'épidémie de VIH de la région. Nous le savons, et nous savons sur la base des données que les jeunes sont une population clé qui court un risque accru de contracter le VIH et le risque est encore plus élevé chez les adolescents. Nous considérons que le taux de fertilité adolescente de la région est la deuxième la plus élevée au monde, environ 60,2%. Pour ce qui est de la prévention, ce que nous avons remarqué, c'est que l'éducation pour la santé et pour la vie familiale est le point d'entrée pour commencer le travail de prévention du VIH et l'éducation sexuelle intégrale. Nous devons travailler davantage sur cela. Il y a toute une série de facteurs qui prédisposent les adolescents à un comportement sexuel plus risqué. Ces facteurs incluent la pauvreté, le chômage, l'alcool, l'abus d'alcool et de drogue, la violence, l'inégalité entre les sexes. Donc, c'est des points que nous devons tenir présents à l'esprit pour la prévention. Les connaissances de cette situation est clé pour pouvoir donner des services aux adolescents les moins de 16 ans. Et surtout les services qui sont disponibles pour les adolescents dans la région. C'est tout un défi à relever et cela affecte la manière dont nous comprenons ce qui se passe avec les adolescents. Voilà ce taux. Ce tableau vous montre, pour que vous ayez une idée, du taux de grossesse dans les pays. Vous avez, vous avez 90 en Guyane, 30 et quelques à Barbados ou à Bahamas. Vous voyez que dans toute la région, nous avons un taux de grossesse des adolescentes assez élevé. Si nous abordons la question de l'accès pour les jeunes, nous devons parler de l'accès à des interventions de prévention et de traitement spécifiques. J'ai essayé de diviser cela sur 3 types d'interventions. D'une part, les interventions spécifiques sur le VIH pour les adolescents. Il y a ensuite des interventions multidisciplinaires et il faut que nous parlions de la manière dont les adolescents sont représentés dans les mécanismes de coordination régionale et nationale et les réponses pour qu'ils puissent avoir accès à ces services. Alors, nous parlons de traitement, de prise en charge et des tests de VIH et cela inclut un soutien psychosocial. Nous, à partir des données, nous savons que les jeunes, les adolescents n'ont pas un accès de qualité continue aux tests pour le VIH. Et ceci est, disons, influencé par une série de variables et parmi ces variables, il y en a qui sont affectées ou influencées par les normes sociales et culturelles de la région, le rapport à la sexualité et à la santé sexuelle des jeunes. C'est un thème que nous devons aborder. Il y a aussi un contexte très conservateur aux Caraïbes qui décourage les interventions bien établies pour les jeunes, les adolescents en général. Ce que nous voyons donc, c'est que dans les endroits où ces services sont présentés,
ces services sont limités par le consentement des parents et les prestataires de soins de santé ne peuvent agir avec les jeunes que s'ils ont le consentement des parents. Il y a aussi des questions liées aux valeurs et aux attentes de la famille ou des enseignants concernant la sexualité, la grossesse et la violence. Tous ces thèmes influencent la manière dont les adolescents peuvent accéder à des services ou à des interventions spécifiques concernant le VIH. Nous avons aussi remarqué, à partir des rares données dont nous disposons, que l'information limitée et l'accès restreint sont corrélés, étroitement corrélés à l'incidence de grossesse des adolescentes. Donc, nous reconnaissons de manière immédiate qu'il y a un problème là. Et ce problème s'exprime dans le taux de grossesse des adolescentes observé dans les Caraïbes. Quant à l'information, les données montrent qu'1 sur 3 jeunes filles de 15 à 24 ans, âgées de 15 à 24 ans, ne disposent pas de beaucoup d'informations ou ne connaissent pas les risques pour la prévention du VIH. Il n'y a que 3% des femmes et 2% des hommes sont conscients de ce fait. En fait, Jamaïque, en 2017, nous avons vu qu'un tiers des adolescents âgés de 15 à 19 ans ont pu identifier des méthodes correctes pour la prévention du VIH. En termes d'accès à l'information sur la prévention, nous reconnaissons que nous devons relever un défi très important, c'est évident. Un autre thème que nous avons enfin relevé ou remarqué partout dans les Caraïbes pour ce qui est de l'accès au traitement et à la prévention, c'est que les préventions sont principalement centrées sur l'abstinence, sur la fidélité, ce que nous appelons le concept ABC. Et même si ces notions sont utiles, nous savons qu'elles sont insuffisantes pour aborder de manière appropriée les besoins de la population. Il faudra parler donc des barrières qui empêchent l'accès au traitement et à la prévention du VIH. Nous avions exposé tout à l'heure la question liée à un entourage conservateur. Il y a un autre point aussi. De nombreux pays considèrent que les adolescents et surtout ceux qui vivent avec le VIH ne sont pas une population clé pour les traitements VIH. Et c'est un défi que nous avons à relever. Un autre point que nous avons remarqué, c'est qu'il y a de nombreuses réponses régionales et nationales qui sont toujours influencées par les lois. Il y a un accès assez restreint aux services de prévention et il y a des législations qui criminalisent les adolescents sexuellement actifs et les prestataires de santé, de services de santé, pardon. L'un des domaines que nous avons remarqué dans les réponses, c'est que la brèche entre l'âge du consentement sexuel, 16 ans, et l'âge à laquelle les adolescents peuvent avoir accès aux services, aux soins de santé est différente puisqu'il faut être âgé de 18 ans. D'autre part, l'éducation sexuelle intégrale est parfois, enfin souvent, combinée avec l'agenda des LGBT. Et cela provoque, enfin, suscite des obstacles pour mettre en œuvre l'éducation sexuelle intégrale et l'éducation pour la vie familiale et à la santé. Dans les pays des Caraïbes, nous manquons de ce type de service pour les adolescents et nous voyons que les adolescents et les jeunes sont obligés ou doivent pouvoir accéder aux services de santé de la même manière que les adultes. Et nous avons remarqué qu'il y a des modèles de comportement des adolescents qui prouvent qu'ils doivent avoir un service de santé différent. Ils n'agissent pas de la même manière. Nous savons que les services de santé sexuelle et reproductive ne parviennent pas de manière réussie parmi les jeunes et en particulier les jeunes qui souffrent de VIH. Voilà ce que nous voyons dans la région. Enfin,
je voulais soulever la question suivante. Quels sont les domaines à aborder? Je pense que nous devons faire une révision des lois et des politiques limitant l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes, et en particulier, il faut permettre aux jeunes d'accéder à ces services au moyen de certaines mesures spécifiques. Et nous, les prestataires de soins de santé, nous devons pouvoir leur fournir des services. Il faut qu'il y ait une protection pour que les prestataires de services de santé puissent fournir des services de santé aux jeunes et aux adolescents. Il faut aussi mettre en œuvre des interventions sociales et de santé en fonction de l'âge et qui vont au-delà du VIH et qui sont liées à des centres communautaires acceptables et que les adolescents fréquentent. C'est des endroits où les adolescents se rendent et qui n'impliquent pas qu'il y ait un problème d'accès pour les jeunes ou pour les adolescents. Il faut renforcer l'accès aux interventions de traitement de VIH pour les jeunes et pour les adolescents vivant avec le VIH. Nous reconnaissons aussi qu'il faut développer et mener à bien et envoyer des messages positifs sur la santé, sur le sexe par l'utilisation de nouvelles technologies et de nouvelles approches pour que les jeunes se sentent sûrs et qu'ils puissent interagir avec nous. Et il faut que nous renforcions la capacité de participation des adolescents pour qu'ils puissent interagir avec les services de réponse nationale au VIH, pour qu'ils puissent faire partie des processus et des plans et des interventions qui sont développés pour leurs circonstances particulières. Voilà donc les thèmes que je voulais présenter et nous pouvons continuer à en parler dans la séance questions-réponses. Bien, merci beaucoup. Je vous donne la parole, Pauline. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Yvan, pour cette excellente présentation. Nous allons maintenant passer aux questions et aux réponses. Et nous demandons aux participants d'envoyer leurs questions dans le chat de manière à ce que nous puissions commencer à débattre avec les intervenants. Nous allons commencer avec Willy Dunbar. Il y a ici une question concernant la possibilité de donner des détails concernant la stigmatisation et le rejet qui a augmenté pendant cette période de COVID-19, surtout au sein des populations LGBT. Et est-ce qu'il existe des situations où est-ce qu'il a pu constater des situations pouvant augmenter cette stigmatisation ciblée sur les HSH et autres types de populations? Merci beaucoup pour cette question. Alors, comme je présentais, comme je vous l'ai dit, les communautés LGBT sont toujours stigmatisées, discriminées lorsqu'il s'agit de ce qui se passe dans notre région et dans ces pays, surtout en Haïti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2010, nous avons vécu un grand tremblement de terre et une des observations que nous avons faites à l'époque était que la population en général avait commencé à accuser la communauté LGBT pour cela, comme si c'était une punition de Dieu pour leurs péchés. Donc, nous sommes en train de connaître ce problème que nous avons déjà connu à l'époque, à nouveau dans le cadre de la pandémie, et j'ai constaté que cela existe en Haïti et j'en ai parlé avec certains collègues qui m'ont dit que ça se passait aussi dans d'autres pays, dans les Caraïbes et en Amérique latine. Donc, je dirais que c'est une des raisons. La communauté de LGBT et les HSH sont toujours discriminés et ils sont accusés
d'être responsable de désastres dans certains pays particuliers, dans certaines communautés. Donc, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il y a une deuxième partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me la répéter? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez pu constater des éléments spécifiques, des situations spécifiques qui vous paraissent être un détonateur et qui ont augmenté cette stigmatisation des populations HSH, quelque chose qui a eu lieu pendant la pandémie de COVID-19? Oui, oui, bien sûr. Comme je l'ai déjà dit, nous avons constaté cela. Une des situations que j'ai observées pendant les interviews que j'ai faites à certains HSH nous ont dit qu'ils avaient souffert de discrimination dans leur propre famille. Vous savez qu'il y avait des confinements dans certains pays et cette situation a obligé ces personnes à rester chez eux, et il y a eu des violences et l'interaction avec des membres de la famille et de la communauté et qui les discriminaient ont donné cette situation de confinement, cette situation de confinement illustre bien l'augmentation de discrimination contre la communauté des HSH qui a eu lieu pendant cette période de la pandémie. Je vous remercie. Et Yvan, à propos de ce que Willy vient de nous dire concernant les populations HSH dans le cadre du confinement dû à la pandémie, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments que vous avez constatés au niveau des adolescents? Les écoles sont fermées, elles ont été pour la plupart, en tout cas dans la République dominicaine, on a constaté que depuis 1 an et quelques, les écoles sont fermées. Je pense que c'est un élément qui augmente la vulnérabilité de ces populations et au niveau des adolescents. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Je dirais que le principal problème que nous avons constaté parmi les adolescents était parce qu'on a fait une série d'évaluations dans les Caraïbes et on a constaté que pendant le confinement, il y avait il y avait des problèmes au niveau des adolescents et on a constaté qu'au niveau de l'équilibre entre les genres, il y avait des problèmes et aussi un problème au niveau de la santé mentale de ces jeunes, parce que ces jeunes ont du mal à remplacer l'environnement de l'école parce que très souvent, l'environnement de la maison est assez toxique et donc ce que l'on constate, c'est que ces jeunes personnes ne peuvent pas sortir de chez eux, avoir des relations avec leur père et cela crée des difficultés pour ces jeunes. On a aussi constaté que les enfants, ces adolescents, ont des parents qui sont à leur tour victimes de pression due à la pandémie et qui donc sont nerveux. Et donc, on a une série de situations de violence, peut-être pas physique, mais très souvent verbale. Et cela va contre les adolescents dans ce contexte de COVID. Donc, c'est ce que les données nous indiquent. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire, s'il y a une stigmatisation au niveau général, nous ne pouvons pas dire cela, mais nous savons que pour la population des adolescents, les mêmes préoccupations que celles que Winnie nous a présentées existent. On les entend et qui nous en parlent. Très bien. Bon, maintenant, nous sommes accompagnés au cours de cette séance par Mayra Rodriguez. Mayra Rodriguez, qui n'a pas pu nous faire sa présentation, mais nous allons profiter de sa présence. Mayra, à votre avis, au niveau de la santé mentale dans la pratique, vous avez constaté l'existence d'éléments qui pourraient être liés à l'augmentation du rejet des femmes trans en République dominicaine.
Est-ce que vous pensez que ce rejet a augmenté après la pandémie? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je remercie le comité d'organisation et qui me donne la parole. Et par rapport à cette question, nous avons constaté 3 éléments importants par rapport à la pandémie qui ont augmenté les stigmatisations de femmes trans. Et d'abord, le fait de cohabiter pendant le confinement avec leur famille, ce qui a fait que la relation avec les membres de cette famille devenait plus compliquée, plus tendue. Et selon notre perspective, nous avons consulté certaines personnes et nous avons constaté une augmentation de la violence basée sur le genre, notamment dans les couples. Et par ailleurs, la question de la situation économique, les difficultés économiques que traversent beaucoup de femmes trans et beaucoup d'homosexuels. Et cela a été donc a augmenté parce que ces personnes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas sortir pour gagner de l'argent. Donc, ça a augmenté la stigmatisation et beaucoup de secteurs étaient agressifs envers elles. Donc, cette situation de ne pas avoir de politique publique qui permettrait de protéger ces femmes trans, et c'est quelque chose qui est un problème. On sait que maintenant, la loi de non-discrimination n'est pas appliquée. On sait que du point de vue de la santé mentale, chez beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ont des croyances religieuses, cela a augmenté, le rejet a augmenté parce qu'ils considèrent que ces personnes ne peuvent pas se mêler socialement à la communauté. Et dans ce sens, le fait qu'il y ait tant de violence au niveau des couples, au sein des couples, ça fait que dans les familles et dans la société, on constate l'existence d'un rejet. Et cette vulnérabilité sociale fait que du point de vue de la santé et du VIH, qui nous intéresse ici, cela donne lieu à un plus grand nombre de malades. Donc, nous avons dû nous appuyer sur les organisations de la société civile pour pouvoir habiliter cette population dans le domaine de leurs droits et dans le domaine des politiques de santé. Parce que, comme vous le disiez, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine des politiques de la santé. Nous allons voir comment tout cela évolue. Oui, et je sais que le centre COIN, dans lequel vous travaillez, a travaillé dans le domaine du plaidoyer pour les droits de l'homme de ces populations. Vous pensez que ce besoin de plaidoyer augmente? Est-ce que c'est quelque chose de transversal du point de vue de la santé, du point de vue des droits? Je crois que c'est un élément important. Oui, ce que vous dites est très intéressant parce que on assiste à un plaidoyer et nous approfondissons actuellement dans l'Observatoire des droits humains que nous avons au sein du centre COIN. Nous formons des conseillers juridiques du point de vue, nous formons des personnes du point de vue légal et pas seulement du point de vue de la santé pour renforcer ces politiques. Et nous avons constaté que les groupes de LGBT vont favoriser une plus grande vision de leur communauté pour réduire la discrimination. C'est quelque chose que l'on fait depuis plusieurs années, vous le savez. C'est difficile parce que lorsqu'un groupe de personnes est formé
et commencent à travailler, ils doivent commencer de la base. Donc, les centres ne parlent pas que de la santé et les personnes qui peuvent attirer d'autres personnes pour se mettre, pour les former, c'est très utile parce qu'ensuite, on peut utiliser, ces personnes peuvent utiliser leurs droits et accéder à tous les services. Par exemple, le PrEP dont vous parliez, on sait que cela s'est étendu, mais ça a été très difficile au début. Il a fallu se baser sur la société civile pour que les personnes puissent se rendre dans ces services. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de demandes que d'offres et nous ne pouvons pas répondre à toute cette demande. Donc, il y a des problèmes de violence, de situations de conflit au niveau des couples, conflits au niveau de la famille, manque de travail, manque de ressources et un manque d'autonomisation concernant les droits pour cette population. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pour conclure, je dirais que nous, à travers notre travail du centre Cohen, on essaie de travailler avec les familles, ce qui nous donne de très bons résultats pour réduire la discrimination au niveau social. Ce n'est pas suffisant, mais comme nous avons très peu de ressources, c'est ce que nous pouvons faire, mais nous pensons que ce serait bien de pouvoir continuer à appliquer cela à d'autres institutions de la santé ou de la société civile. Merci. Et à propos des familles, l'un des éléments auxquels on a fait attention, c'est les populations auxquelles on ne peut pas accéder facilement. Donc, on peut mettre en œuvre des possibilités de tests. Et comme Yvan, vous l'avez demandé, croyez-vous que les populations adolescentes et la population HSH savent qu'il y a cette possibilité de l'autotest comme un outil qu'ils pourraient utiliser pour avoir un test VIH opportun, ou vous croyez qu'il y a encore des obstacles dans nos pays, en particulier en Amérique latine et aux Caraïbes, qui justement empêchent cette mise en œuvre? C'est pour Ivan et pour Willy. Merci de la question que vous posez. Je crois que les possibilités existent. Apparemment, la connexion n'est pas bonne. Willy, pourriez-vous? Sure. En termes d'autotest, pour ceux qui est de retour, ce que je disais, nous vous écoutons, Ivan, nous vous entendons, Ivan. Je voulais dire seulement que l'on peut mettre en œuvre des programmes pour des groupes d'adolescents âgés de 17 à 19 ans. Et en fait, en ce moment, dans certains pays, on lance des programmes pilotes pour certains groupes. Et je crois que les adolescents âgés de 17 à 19 ans pourraient être inclus dans ces groupes-là. Je voudrais ajouter, pour ce qui est des barrières et des obstacles, qu'il y a des problèmes de disponibilité dans certains pays. Et parfois, dans ces mêmes pays, il y a une disponibilité pour des tests d'autodiagnostic.
Un autre obstacle auquel nous devons faire face concerne l'éducation et le soutien psychologique à cette partie de la population qui est affectée par le VIH. Parce que s'ils n'ont pas d'éducation, s'ils ne sont pas conseillés à propos de ces tests d'autodiagnostic, pour eux, il sera difficile de pouvoir utiliser des activités de prévention. Nous devons aussi tenir compte de ce qui se passe après l'épreuve, après le test, parce que bien des fois, dans les recherches que nous menons à bien, nous avons vu qu'il est difficile pour eux d'accéder aux résultats de leurs tests, les tests de VIH. Avec le test d'autodiagnostic, cela leur permettrait de savoir quelle est leur situation, leurs conditions. Mais le problème persiste parce qu'il faut savoir ce qu'ils peuvent faire après de ce résultat. Je crois que le problème principal que nous devons aborder concerne l'éducation, le conseil et un autre niveau qui est celui de la formation pour les prestataires de soins de santé et pour les personnels de santé et pour les personnels de la communauté, parce que eux, ils peuvent accéder facilement à ces groupes-là. Il y a aussi des éducateurs, il y a des pères qui peuvent les aider, qui peuvent se rapprocher d'eux et qui peuvent leur donner l'occasion ou la manière d'accéder au traitement une fois qu'ils ont obtenu le résultat de leur test. Oui, évidemment, l'importance de ces stratégies centrées sur l'implication des communautés, l'engagement des communautés, c'est quelque chose qui est assez clair. Je crois que c'est le point central de notre séance d'aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Et à vrai dire, je remercie Mayra, Ivan et Willy de leurs excellentes présentations. Sur ce point, nous allons donc conclure ce symposium. Je veux vous remercier de votre temps et de votre participation. Je veux aussi remercier tous les participants qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui dans notre région. Et nous espérons que ce symposium aura été intéressant et utile pour votre travail quotidien. Je crois que cette information nous permet de relever certains messages en rentrant chez nous, des nouvelles idées et des solutions qui pourraient être apportées aux grands défis que nous avons à relever au quotidien dans nos pays, ainsi que quelques idées sur ce que nous savons et sur les connaissances que nous avons acquises au cours de ces dernières années. Nous espérons pouvoir les mettre en œuvre au niveau régional et nous espérons aussi pouvoir renforcer les liens de collaboration et les politiques publiques et la pratique concernant le VIH et la pratique de soins concernant le VIH. Évidemment, tout cela doit avoir un effet sur l'amélioration des politiques et des pratiques qui ont une influence sur notre région et qui sont la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous qui plaidons pour que les réalités de nos populations changent. Je veux aussi profiter de la présence de ceux qui participent aujourd'hui et leur dire qu'ils peuvent pourraient partager les enregistrements d'aujourd'hui avec leurs collègues qui n'ont pas pu assister en direct à ceci. Ces enregistrements seront disponibles dans l'Educational Fund de l'IAS et vous pouvez bien sûr partager tout ce matériel avec vos groupes de travail. Je veux remercier l'équipe de IESCO de l'aide qu'ils nous ont apportée dans le programme de ce symposium, ainsi qu'à l'équipe de l'Educational Fund de l'IAS, qui nous a beaucoup aidé, ainsi qu'à l'équipe du Congrès de l'API, parce qu'ils ont essayé, ils ont fait de leur mieux pour que nous puissions être tous ensemble aujourd'hui pendant ces séances. Si vous avez des questions, vous pouvez accéder à l'équipe d'adhésion de la Société internationale sur le SIDA
Et je veux vous rappeler que vous pouvez participer au sondage qui vous parviendra par courriel à la fin de cette journée. Et bien sûr, rappelez-vous que vous pouvez demander votre adhésion à la société si vous voulez faire partie de la famille IAS. Nous vous remercions, chacun de vous. J'espère que vous êtes bien chez vous et que pour ceux qui ne sont pas chez eux, pourront rentrer chez eux en toute sécurité. Je vous remercie.